Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce deuxième épisode de cette nouvelle série dans laquelle j'échange avec des recruteuses et des recruteurs sur des sujets RH qui vont animer tout 2023. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir celle qui a réussi à casser l'algorithme LinkedIn, la recruteuse des recruteurs, j'ai nommé Laura Pedro. Salut Laura, comment ça va? Hello Nico, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui avec moi. Ça me fait super plaisir. On échange beaucoup par LinkedIn et par WhatsApp, mais c'est vrai qu'on n'a jamais échangé de visio comme ça. Donc ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi. Alors avant toute chose, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, et je sais même pas s'il y en a, mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes, nous dire ce que tu fais, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quel est ton job aujourd'hui? Oui, oui, d'abord merci à toi Nico pour l'invitation et pour être plutôt courte, ça fait 5 ans que je travaille dans le recrutement. J'ai senti depuis un an le fait que les recruteurs n'étaient pas assez accompagnés au quotidien. Donc ça fait quelques mois que je me suis lancée à mon compte en tant que recruteuse des recruteurs. En fait, le constat, il est simple aujourd'hui. Les recruteurs chouchoutent les candidats, mais qui chouchoute réellement les recruteurs? Donc c'est dans le but de les accompagner, de booster leur carrière, de leur proposer des meilleures opportunités que j'ai créé cette société. La recruteuse des recruteurs, celle qui chouchoute les recruteurs. Ça devrait être comment dire, ta tagline. Je chouchoute les recruteurs. Au top. C'est beau. Ouais, mais c'est ça. Et puis c'est ça en plus. T'arrives avec ton sourire et tout. Boum, je vais vous chouchouter comme pas permis. Hop. Et là, tu te crées une base de fou, quoi. Et donc, du coup, bah, la première question, parce que c'est ça qui est important, pour toi, c'est quoi un recruteur en 2023? Parce qu'on dit souvent que le métier évolue, et c'est vrai. C'est ce que tu disais, c'est que toi, ça fait 5 ans un petit peu que tu travailles dans le métier. Moi, ça fait 15 ans. Quand je suis arrivé, en fait, il y avait des gens, et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, et c'est utile à certains moments, mais il y avait des gens qui étaient pratiquement essentiellement sur le papier, qui diffusaient des offres d'emploi dans le journal. Et la nouveauté, c'était de diffuser des offres d'emploi sur des job boards et d'aller dans des CV Tech. Aujourd'hui, on voit qu'il y a les réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok. D'ailleurs, t'es pas sur TikTok, je crois. Mais Non. il va falloir y aller. LinkedIn, TikTok, le gros marketing RH, il y a toutes ces choses-là. Mais c'est quoi, en fait, un recruteur en 2023? Écoute, je dirais que le recruteur de 2023, il est multicasquette. Il a déjà une place stratégique, il sait attirer, recruter, fidéliser. Il y a toutes ces nouvelles notions qui rentrent en jeu, avec ces notions de marketing RH, de copywriting. Euh, le recruteur d'aujourd'hui, il teste, il améliore ses pratiques en fonction de sa cible, de ce qui fonctionne. Donc, je dirais que le recruteur de 2023, c'est le recruteur 2.0, quoi. Le recruteur 2.0, celui qui réussit à rénover le recrutement, je suis un peu d'accord avec toi. Enfin, je suis même complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai tendance à vous appeler les licornes parce que vous êtes vraiment des êtres hybrides, quoi. Vous êtes des chimères. Vous êtes des êtres hybrides mi-communicants, mi-recruteurs. C'est vraiment ça. C'est un nouveau job, mais c'est un job de ouf et qui est hyper stimulant, par contre. Et la question que je me pose, c'est pour toi, c'est quoi comment dire, les bons skills pour toi? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence ou qu'est-ce qui fait en fait qu'on est un bon recruteur aujourd'hui en 2023? Écoute, je vais en mettre trois avec une quatrième. Je dirais empathie, bienveillance, évidemment. Ouverture d'esprit parce qu'il ne faut pas s'arrêter à un trou dans le CV, il faut être capable d'aller au-delà de ça. Et forcément, la curiosité. La curiosité, on en parle beaucoup de la curiosité. Hyper intéressant et hyper important la curiosité parce que ça t'amène vraiment à comment dire à tester des nouvelles choses tout le temps. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire que bah, tu vas nous dire un petit peu comment tu t'es formé, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait un bon recruteur, ce qui fait un recruteur, c'est le fait de pouvoir essayer de voir tout ce qui se met, tout ce qu'il a à sa disposition pour pouvoir recruter. Parce que moi, j'en parle régulièrement, mais il y a tellement de canaux différents, il y a tellement de méthodes pour pouvoir toucher les profils, et il y a tellement aujourd'hui de profils différents qu'il faut être hyper agile et s'adapter à tout. Mais du coup, je vais te laisser là pour le coup nous dire, mais comment tu t'es formé pour devenir la recruteuse des recruteurs? Si on devait parler de mon parcours pro à moi, Ouais. j'ai démarré par un bac classique, BTS classique. J'ai ensuite fait une licence où je me suis spécialisée dans le recrutement en cabinet de recrutement et agence d'intérim, que finalement je n'ai même pas terminé puisqu'on m'a proposé de m'embaucher avant, puisque c'était en alternance. Et ça s'est arrêté là finalement.
Ouais, donc tu as eu un parcours qui était quand même relativement court en termes comment dire, d'école. Et par contre, le reste, bah, tu t'es fait sur ta propre expérience à toi, quoi. Exactement. J'ai Mais continué à me former non-stop en ligne principalement je pense que c'est comme ça que ça fonctionne aussi parce qu'il n'y a pas de réelle formation à date en école en tout cas qui t'accompagne sur tout ce qui est aspect recrutement, etc. ouais, mais de toute façon, c'est la base du recrutement moderne, je pense, le fait de faire, d'avoir justement, d'explorer des voies, d'aller explorer des nouvelles choses, parce qu'au final, on en parlera après, mais par exemple, toi qui cartonne aujourd'hui sur LinkedIn, on en parlait, il y a encore 6 mois, bah, tu utilisais que très peu, et puis finalement, bah, tu as fait un boom dessus, donc tu t'es dit, ok, c'est une voie à suivre, c'est une voie à prendre. Donc est-ce que aussi une des qualités finalement, pour finir un petit peu sur le sujet, mais est-ce qu'une des qualités d'un recruteur en 2023, ça serait pas aussi la curiosité? J'ai vu qu'il y avait ces derniers temps, il y avait le sujet qui était les bonnes qualités de telle ou telle personne, les bons soft skills. Mais est-ce que ce serait pas quand même un soft skills particulier pour tout le monde en général, mais plus particulièrement pour les recruteurs aujourd'hui? Complètement, c'est hyper important déjà d'être curieux pour les métiers, sur quel métier tu vas recruter, comment tu vas pouvoir accompagner les candidats au mieux, etc. Donc oui, complètement, la curiosité, c'est hyper important. Ça tombe bien, je suis quelqu'un de très curieux. Je suis pas recruteur, mais je suis très curieux. J'adore ça. J'adore découvrir toujours plein de choses, plein de trucs. Je trouve ça génial. Et C'est hyper d'ailleurs, je suis d'accord intéressant. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans le métier de recruteur, c'est hyper intéressant. Et moi, dans le mien, qui accompagne des RH et des recruteurs toute l'année, c'est aussi ce qui est d'hyper intéressant parce que du coup, ben, je suis obligé de découvrir toutes ces entreprises, tous ces métiers divers et variés. Et franchement, c'est hyper stimulant et hyper enrichissant. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc du coup, on a parlé formation, mais alors avant d'aller sur un des sujets qui est intéressant chez toi, un des multiples sujets qui sont intéressants chez toi, est-ce que tu peux me dire quels outils en particulier et quels supports tu utilises? Écoute, moi, je me lance tout juste en tant que recruteuse indépendante, donc je suis pas hyper bien outillée, mais je dirais que j'ai le pratico-pratique pour démarrer. Déjà, je démarre avec la licence LinkedIn Recruteur parce que ma cible, c'est les recruteurs ils sont pratiquement tous sur LinkedIn. Et donc, aujourd'hui, c'est mon outil de sourcing, je dirais, au quotidien. Et à côté de ça, j'utilise Trello, basique, pareil, qui Ok. est un outil gratuit pour suivre mes process, les étapes du recrutement avec mes clients. Et donc alors, deux questions. La première, c'est LinkedIn Recruteur, lequel? Tu utilises le Lite ou tu utilises la licence RPS? Écoute, j'ai démarré avec la licence recruteur Light, mais j'allais pas très très loin avec 30 emails par mois. J'ai fait des recherches, ce qui allait mieux, ce qui serait mieux, etc. Et finalement, je peux pas me passer de la licence LinkedIn Recruiter. Donc, j'ai pris la RPS qui est quand même un sacré budget. Mais écoute, si aujourd'hui il faut avoir des outils solides, et je pense aujourd'hui LinkedIn c'est quand même un super outil, j'ai pas envie de me priver de cet outil. Et là, pour le coup, je respecte complètement. Ce qui serait intéressant, c'est qu'encore une fois, j'ai échangé avec Louis sur le sujet qui, lui, est plus un adepte de SalesNav et de NeoStaff, bien sûr, hein, c'est Mm, son job. Et je pense qu'il y aurait une petite battle à faire sur le sujet. Il a fait une battle avec Charlène il n'y a pas très longtemps. On pourrait faire une petite battle, Louis-Laura, sur l'intérêt de la licence recruteur RPS ou autre. complètement. En tous les cas, oui, c'est sûr que je comprends que LinkedIn soit hyper important aujourd'hui. Mais alors, Trello, tu l'utilises pourquoi? Est-ce que tu l'utilises avec tes clients? Et ça m'intéresse parce que je pense que ça va intéresser les gens qui écoutent. C'est-à-dire que en quoi des outils aujourd'hui no-code comme Trello peuvent t'intéresser et en quoi en fait ils t'aident dans ton quotidien. Écoute, déjà dans un premier temps, c'est un outil gratuit que je vais pouvoir ensuite partager soit avec mes clients, soit avec mes futurs collaborateurs. Qui sait, peut-être que l'entreprise va grandir très très vite et que je pourrai embaucher rapidement. Mais en tout cas, à date, c'est plutôt une colonne, un client, avec vraiment des petites étiquettes pour les candidats qui ont été envoyés, les synthèses qui sont avec, les CV qui sont avec. C'est vraiment mon outil en fait de suivi au quotidien. Tu t'es fait un mini ATS dans Trello en fait. Complètement. Donc du coup, pour toutes celles et ceux qui se demandent qu'est-ce que je vais faire, quel ATS je vais choisir, ça coûte trop cher et tout. Alors certes, on peut vous conseiller des très bons ATS qui ont un certain coût. On connaît Team Taylor, on connaît Recruity, on connaît Flatcher, on connaît tout un tas d'ATS et on peut vous les conseiller. Mais sachez qu'à partir du moment où vous avez envie de mettre un petit peu les mains dedans et les mains dans le no-code, on peut faire des très bons ATS avec Notion. Nous, c'est ce qu'on a commencé à faire chez nous. Et là, Laura nous le présente. On peut faire un très bon ATS avec Trello. Le seul truc, c'est que
pensez bien qu'il y a d'autres manières de faire qu'avoir une boîte mail et un tableau Excel. Aujourd'hui, il y a des outils qui s'adaptent à ça. Et c'est la base aussi du recruteur de 2023, je pense, et ça, tu me diras ce qu'il en est, ce que tu en penses, Laura, mais c'est la base du recruteur 2023 que d'essayer d'être agile, quoi. On parle toujours d'agilité des entreprises. Soyez agile dans votre job, quoi. C'est la première des choses, quoi. Complètement d'accord. Du coup, on va continuer et puis on va arriver sur le sujet qui est quand même le sujet qui va intéresser pas mal de personnes parce que tu as quand même réussi le casse du siècle, il faut être honnête. Euh, Quand est-ce que tu t'es lancé sur LinkedIn? Ça, c'est la vraie question. Écoute, je pense que ça fait tout juste un an ou alors un peu plus d'un an, mais en tout cas, on peut grossir le trait en disant que ça fait tout juste une année, oui. Donc ça fait un an et quand tu as commencé sur LinkedIn, mais tu as commencé à 0 ou tu avais quand même une petite communauté? Non, 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 j'ai commencé à zéro. En fait, quand j'ai démarré, j'avais vraiment aucun objectif. J'avais pas de stratégie de contenu. J'avais juste envie de prendre la parole et de parler recrutement, de parler d'un sujet qui me passionne. Et donc, j'ai démarré avec et des conseils candidats et des conseils au quotidien pour les recruteurs. Et donc, ça a démarré comme ça finalement. Alors du coup, tu démarres LinkedIn. Alors déjà, la première chose pour, encore une fois, celles et ceux qui veulent se lancer, parce qu'on sait très bien, et je sais que tu donnes des conseils sur ton LinkedIn, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Laura, vous pouvez y aller. On vous mettra aussi le lien en commentaire de sa page link. Mais je sais que tu donnes quelques conseils, mais ça serait quoi les deux, trois conseils qu'on pourrait donner à une personne qui hésite, un recruteur qui se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient y aller, mais qui hésitent à y aller. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, je crois dans les stats de LinkedIn, il y a moins de 5% de créateurs de contenu. Et en France, on doit être dans les alentours de 2% de créateurs de contenu. Mais comment on peut les aider à se lancer en fait? Je dirais qu'il faut oser en fait. Il n'y a pas vraiment de comment faire, comment pas faire. Juste vraiment en fait kiffer, être soi, parler d'un sujet qui nous intéresse nous, ça intéresse forcément d'autres gens. Et en fait, oser, il n'y a pas à se dire, il y a pas de honte à avoir, il y a pas. Enfin, en fait, moi, je comprends pas tous ces gens qui se mettent des barrières en se disant, oui, mais eux, ils vont lire mes posts, qu'est-ce qu'ils vont en penser? On s'en fout, en fait. On s'en fout, on a envie d'échanger, on a envie peut-être d'être visible, on a envie de s'aider dans le recrutement parce que c'est un super atout. Et aujourd'hui, enfin, il y a que ceux vraiment qui partagent du contenu, qui commentent les posts, qui savent que c'est une aide précieuse au quotidien et qui savent vraiment tout ce que ça peut apporter. Je suis complètement d'accord parce que je suis comme toi. Et moi, je rajouterais peut-être un truc. Il y a toutes ces personnes qui se disent, oui, mais ça a déjà été dit, ou est-ce que je vais être le premier à le dire ou quoi, qu'est-ce? Mais en fait, bah, je suis d'accord avec toi, on s'en fiche, quoi. L'important, c'est que dites ce que vous avez envie de dire et de la manière dont vous le dites, parce que ça va donner, bah, ça va rajouter quelque chose au débat, parce que ça va donner votre angle d'approche, ça va donner votre prisme, votre idée, votre vision des choses, et ça, c'est intéressant. Quand vous êtes en soirée avec des potes ou quand vous êtes en déjeuner en famille le week-end, vous vous empêchez pas de parler d'un sujet parce que quelqu'un d'autre en a parlé avant vous. Vous donnez votre vision des choses, vous racontez ce que vous avez à dire, vous racontez votre vision, encore une fois, enfin, vous racontez les choses par rapport à votre angle d'approche et comment dire, ça ne vous bloque pas. Donc ne vous bloquez pas sur LinkedIn pour le faire, faites-le, dites-le. Il y aura toujours, comme tu le dis très bien, il y aura toujours des gens qui s'intéresseront à ce que vous dites. Et ça, c'est important. Et on s'en fiche dans un premier temps de faire des likes, de faire des vues, de faire des choses comme ça. Faites-le pour le plaisir et je pense que c'est une des clés de la réussite parce que tu le dis très bien, tu as commencé à parler de sujets qui te faisaient kiffer, de sujets qui t'intéressaient. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a eu la bascule. Mais alors, à ton avis, elle s'est passée où la bascule? Parce qu'aujourd'hui, t'en es où? Alors, un an après, t'en es où déjà? Et où est-ce que s'est passée la bascule? Dis-nous. Alors du coup, je dirais que je démarre il y a un an de zéro. On peut jusqu'à mai 2022, j'arrive sur les 10 000 abonnés. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, d'un seul, ça explose, ça cartonne. Et là, depuis mai, j'ai pris je ne sais combien d'abonnés, puisque là, aujourd'hui, je suis à plus de 110 000 personnes qui me suivent au quotidien sur les réseaux. 110 000 personnes sur LinkedIn. T'as cassé le game. T'es la fille qui a cassé l'algorithme LinkedIn. C'est impressionnant quand même. Parce que t'es passé de mai à maintenant à 110 000 abonnés, de peut-être 10 000 à 110 000, c'est monstrueux. Quand tout le monde cherche comment casser l'algorithme LinkedIn, toi, tu as réussi à le faire. Et alors, qu'est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé quelque chose? Est-ce que tu as rajouté un truc? Non, j'ai rien rajouté. Je suis moi-même depuis le début. Je partage autant d'idées depuis le début. J'ai pas changé de manière de parler. Alors,
Si. Alors si, effectivement, il y a eu un changement. Le changement, il est qu'avant, je testais des contenus, donc autant de vidéos que de photos, que de carousel. Aujourd'hui, je fais principalement que du post simple, plutôt court et impactant, parce que le but, c'est vraiment de donner mon avis, donner des conseils rapides et efficaces. C'est vraiment le petit post, en fait, qui se consomme le matin dans le métro, le matin en train de prendre son petit déj, enfin vraiment le but, c'est d'être rapide et efficace. Donc, alors, s'il doit y avoir un changement, c'est peut-être celui-ci. Mais est-ce que le changement a été depuis mai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout Alors, cas, je n'ai pas déclenché cette vague de nouveaux abonnés. Alors, moi qui te suis depuis un moment, ces postes-là, pour moi, ils sont pas arrivés depuis mai, mais tu as essayé quand même pas mal de trucs en mai. Moi, je me rappelle, tu avais ta période où tu tenais des pancartes et tu montrais à tout le monde ce qu'il en était, que tu cherchais comment dire, certains profils. Ça a vachement bien marché, c'était très sympa. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est important et qui joue aussi beaucoup sur le fait de marcher ou pas sur les réseaux. C'est ce que tu disais, c'est que tu aimes ce que tu fais, tu kiffes ce que tu dis, et donc du coup, tu es tout le temps souriante. Et ça se sent dans tes posts, ça se sent dans ce que tu représentes. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des personnes comment dire, qui sont un petit peu plus négatives, qui marchent pas. Mais je pense que le positif, tu vois, marche super bien. Et surtout quand c'est fait dans la bienveillance, comme ce que tu fais, dans la volonté, en fait, de toujours apporter quelque chose sans forcément attendre en retour. Et ça, je pense que c'est un point qui est hyper important à comprendre. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui veulent se lancer, apporter, donner quelque chose, et puis bah, vous voyez ce qui se passe, quoi. Et puis bah, peut-être qu'un jour, vous allez arriver à 110 000 abonnés comme Laura, parce que vous aurez sorti un beau sourire, comment dire, des sujets qui sont intéressants, des choses qui donnent des good vibes dans la journée, qui donnent envie d'y aller, qui donnent envie de bouger, qui donnent envie de changer les choses. Et ça, c'est quand même, je pense que c'est quand même le point de base, tu vois. Avoir envie de donner, avoir envie de proposer aux gens, et c'est ce que tu fais au quotidien. Et moi, franchement, je kiffe hein, quand je te vois tous les jours, quand je vois tes posts. C'est hyper sympa, comme tu dis, c'est des petits posts qui se lisent, mais toujours Mm. avec une valeur ajoutée, tu vois, toujours avec un truc supplémentaire qui est là. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important. Mais du coup, tu passes combien de temps sur LinkedIn par jour ou par semaine? Ça m'intrigue parce que il y a le temps de création des posts, ça c'est une chose. Donc ça, on pourrait le scinder en deux, le temps de création des posts. Mais maintenant que tu as 110 000 abonnés, tu passes combien de temps à gérer ta modération, à gérer tes messages et tout? Écoute, déjà, il y a une règle d'or chez moi, c'est de répondre à tous les messages privés. Ça, c'est ma règle d'or. Même si Tu j'ai dois passer bloqué... 4 jours par jour sur LinkedIn alors. Non, non, j'ai bloqué les emails. En fait, aujourd'hui, Ok. si on veut parler avec moi, il faut être en contact avec moi. Enfin, il faut être connecté à moi. Déjà, en termes de gestion, c'est beaucoup plus simple parce que si je veux être qualitative et répondre à toutes les questions qu'on me pose, il faut que je puisse le faire. Donc, j'ai bloqué les demandes d'email. Et sinon, je me connecte. J'essaye de poster entre 8h30 et 9h le matin. Le but, c'est 8h30 pour être ensuite à répondre aux commentaires jusqu'à 9h, à faire mon petit tour sur le fil d'actu jusqu'à 9h. Et ensuite, en fait, comme LinkedIn, c'est mon outil de travail, il est tout le temps ouvert en fait dans un onglet en plus sur ma page. Donc, dès que je reçois un message, en fait, je le traite aussitôt. Donc, je suis hyper réactive dans les messages et j'ai pas de retard finalement à me dire il faut que je réponde à 12 messages en même temps. C'est plutôt au tac au tac et je passe beaucoup de temps sur LinkedIn parce que je source, je fais plein de choses. Donc, ouais, c'est quand même mon outil de travail. Donc, j'y suis pratiquement toute la journée en fait. C'est ton outil principal. Ouais. Donc forcément, tu y es toute la journée. Mais du coup, ça représente. Moi, je suis curieux, parce que tu vois, la curiosité dont tu parlais tout à l'heure, je suis curieux. Tu reçois combien de messages par jour? Je sais pas, beaucoup. Beaucoup, je pourrais pas Beaucoup, te. J'avais beaucoup un. 10, beaucoup 50, beaucoup 100, beaucoup. Ah non, moins de 100, c'est sûr. Je sais pas, entre 10 et 20, et quand je poste une annonce d'emploi, je peux en avoir, ouais, je peux dépasser les 70 messages sur une offre d'emploi parce qu'elle va être attirante et qu'ils vont vouloir en savoir plus. Mais non, je dirais entre 10 et 20 par jour, ça c'est sûr. Et tu sais que j'avais envie de faire sur 2022, mais il n'y a pas ce fameux bouton pour trouver, tu sais, comme sur Facebook, où tout cliquer d'un coup pour savoir combien il y a eu de messages. Ouais, Dommage, mais ça m'aurait intéressé de savoir combien de personnes j'ai interagi sur l'année 2022. ça doit être monstrueux. Ça doit être une stat monstrueuse, ça, c'est sûr. C'est hyper Et, euh, intéressant. et du coup. Ouais, et du coup, tu réussis à recruter alors aujourd'hui sur LinkedIn? C'est vraiment ton outil principal pour motiver les gens à y aller parce qu'il y a plein de gens qui se disent
ouais, mais LinkedIn, ça prend du temps, ça marche pas, on recrute pas forcément avec, nanani, nanana. Mais toi, concrètement, parce que je me souviens de ce que tu nous avais dit à une époque où tu avais passé tu sais, un des premiers recrutements où tu avais posté comment dire, ta photo avec justement un message sur une pancarte qui avait vachement bien marché. Mm. Mais par la suite, ton taux de transformation, est-ce que ton taux de transformation est bon et est-ce que pour toi, c'est vraiment un outil de recrutement aujourd'hui? Alors, je travaille seulement avec LinkedIn et avec la licence LinkedIn Recruteur. Donc oui, c'est mon principal outil de travail aujourd'hui. Et oui, ça fonctionne. Par contre, pas une stratégie en place de communication RH pour vraiment attirer, pour vraiment être dans la tête des gens, en fait, dès qu'ils cherchent un job. Oui, ça prend vraiment du temps. Moi, ça m'a pris 1 an, mais ça peut prendre plus de temps si on poste moins, si on est moins régulier, etc. Après, il faut savoir ce qu'on veut, dans le sens où moi, j'aime la réactivité, j'aime quand ça va vite, j'ai envie de me développer vite. Et donc, si je veux me développer vite, il faut que je sois visible et que je sois crédible. Donc, je poste tous les jours pour ça. Moi, je dis, il faut essayer pour comprendre vraiment cette puissance qu'a LinkedIn. C'est sûr, on a compris que tu n'avais pas le temps, ça c'est sûr. Quand on passe de 10 000 à 110 000 en moins d'un an, c'est sûr qu'on n'a pas le temps, ça c'est certain. On avance, on est au top. Franchement, il y a Caroline Mignot, tu connais Caroline Mignot? Oui, Caroline Mignot, qui était la queen de LinkedIn, qui est la queen de LinkedIn, faut être honnête, elle est quand même très très haut niveau. En plus, elle est toujours de très bons conseils. Moi, j'ai commencé sur LinkedIn avec tous ses conseils, donc elle est vraiment au top. Mais je pense que tu es en train de dépasser la queen C, tu es en train de devenir la queen L de LinkedIn et de Laura, quoi. Ça, c'est sûr. Tu es vraiment en train de franchir le gap, là. Super pour toutes ces infos. Alors attends, je vais avoir encore trois questions à te poser, Laura. La première question, alors ça c'est un sujet qui m'attire particulièrement et duquel on n'a pas parlé, mais on commence un peu plus à le sentir sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour les recrutements et pour les RH? Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter ou pas? Est-ce que tu en as peur? Est-ce que tu penses que ça peut être un bon outil ou quoi pour demain pour les recruteurs? alors j'en ai pas peur. Faut juste pas que ça, ça enlève ce fameux contact humain. En fait, tant que ça peut nous décharger sur des tâches un peu rébarbatives, un peu répétitives, oui, allons-y. Tant que ça peut nous faire gagner du temps, être plus, enfin, aller plus vite dans nos tâches au quotidien, oui. Par contre, si faut passer des entretiens devant des caméras pour que ça se regarde ensuite en différé, c'est non. Pour que ça nous remplace et que ça remplace ce fameux échange, c'est non. En fait, vraiment, tant que c'est vraiment sur du à côté, en fait, sur de l'administratif, sur des tâches un peu chiantes, ok. Mais si c'est pour faire ce que nous, on est capable de faire, et je suis sûre qu'il faut garder ce contact, en fait, ce contact humain. Donc, pour toute cette partie-là, c'est non. Donc ça veut dire que tu es oui, mais et pas Exact. complètement. Alors, je sais pas si tu connais, si tu sais, mais il y a pas mal, enfin, il y a des outils qui commencent à se créer en ce moment. Et d'ailleurs, moi, je vous en présenterai un dans pas longtemps parce que je m'investis pas mal sur le sujet que je trouve assez intéressant. C'est des outils, en fait, qui vont plutôt essayer de gérer toute la partie compétences et évolution comment dire, des salariés, mais en amont, en fait, de votre travail. C'est-à-dire que ça, pour moi, je trouve ça hyper smart et ça enlève une partie des biais. Ça les enlève pas tous parce que tu es obligé après, enfin obligé, et c'est nécessaire, hein, je suis Mm. d'accord avec toi, d'avoir ce contact humain pour pouvoir sentir la personne, pour pouvoir avoir son ADN, ses valeurs, savoir ce qu'il représente. Même si on recrute pas au feeling, on recrute quand même une personne avant toute chose. Donc ça veut dire on doit voir un petit peu ce que lui ou elle représente. Mais cette intelligence artificielle, en fait, va pouvoir aller euh, trouver, chercher des personnes qui ont les compétences nécessaires pour ton poste, alors que ce sont des compétences qu'elles n'ont pas forcément mises en avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est hyper cool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plein de personnes qui vont se limiter, qui vont se dire, bah, tiens, j'ai fait tel job toute ma vie, donc je vais faire ce job-là. Alors que peut-être, si jamais on regarde tout leur parcours, tout ce qu'elles ont fait, les projets transverses, comment dire, les missions, toutes ces choses-là, bah, on va pouvoir déceler à l'intérieur tout un tas de compétences qui sont soit pas exploitées, soit sous-exploitées dans son job, et peut-être bah, le mettre ailleurs que dans le job qu'il est aujourd'hui. Et donc, du coup, lui proposer quelque chose de tout à fait adapté, mais auquel il ou elle n'aurait absolument pas pensé, et auquel le ou la RH, en fait, n'aurait pas forcément pensé parce que ce n'était pas des choses qui étaient mises en avant. Et ça, je trouve que c'est une évolution de l'IA qui pourrait être hyper intéressante, et au service, encore une fois, des recruteurs, parce que l'objectif, c'est de te donner à toi, recruteuse, bah, les profils qui te semblent intéressants, même si, bah, au départ, tu vas peut-être avoir, je te dis n'importe quoi,
Pour un dev, tu auras peut-être quelqu'un qui aura fait du commerce et qui finalement se vendra comme un commercial, mais qui aura des compétences sympas pour un dev, voire avec une petite formation supplémentaire qui pourra faire quelque chose d'intéressant. Bon, l'exemple est peut-être mal choisi parce que tu as besoin quand même d'avoir des hard skills assez importants, mais d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément du tout doué, peut-être à l'inverse justement, quelqu'un qui est un dev et qui se vend comme dev et finalement que tu vas prendre comme commercial parce que tu as vu que bah, dans tout son parcours, bah, il a acquis tout un tas de compétences qui allaient hyper bien aller pour le système de commercial et qu'il avait une appétence pour ça. Et ça, je pense que l'IA peut vraiment, pour moi, changer des vies, changer des carrières et changer des évolutions de société, justement par rapport à cet aspect comment dire, de compréhension des compétences et de mise en avant des compétences. Les fameuses compétences transférables, effectivement. Exactement. Donc ça, je pense que ça va être le sujet de demain. Moi, perso, je suis hyper excité par cette arrivée de l'IA en RH, mais avec comme toi un petit bémol, il faut faire très attention, Mm. parce que notamment les Américains jouent beaucoup, tu sais, sur des IA qui vont faire des IA, comme tu disais, qui vont faire les entretiens visio à ta place. Et donc là, tu as un nombre de biais hallucinants qui sont dedans, parce que les algorithmes sont faits avec des biais et tout. Et ça, c'est très dangereux. Donc là-dessus, pour moi, il faut faire encore très attention. Cool. Bon, bah écoute, je vais avoir une dernière question à te poser. Maintenant, c'est quoi ton défi 2023? Euh, Maintenant que tu as cassé LinkedIn, que tu as atteint les 110 000 personnes, que tu vas être en tête du classement Favicon quand il va sortir, c'est sûr et certain. C'est quoi ton défi 2023, quoi? Qu'est-ce qui t'attend? Écoute, c'est de continuer à kiffer parce que enfin, j'adore ce que je fais, ce que j'entreprends. Je suis passionnée et donc le but c'est de continuer dans cette passion et de faire bouger les mentalités dans le recrutement encore et encore, de vraiment donner la place que les recruteurs méritent au quotidien. Donc ça va être mon défi, même si c'est un peu vague. Euh, ouais, je dirais que ma boîte fonctionne encore et encore. Donc voilà, on en est là et hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Trop cool. Ben, perso, je suis sûr que ça va cartonner. Ça ne peut que cartonner avec les good vibes que tu donnes et avec tout ce que tu ressors comme énergie. Donc pour moi, je pense qu'on refera le point. Écoute, on se fait un deal, on se fait le même échange dans un an pour voir où t'en es. Et moi, je dis, tu nous réserves encore quelques surprises, mais que tu soupçonnes pas parce que ta curiosité va t'amener sur d'autres chemins. Donc c'est sûr et certain que tu vas nous préparer d'autres choses. Allez, Bon, merci beaucoup en tous les cas, Laura, c'est super cool. On va remettre toutes les infos en commentaire de ta formation pour les recruteurs qui est hyper intéressante parce qu'encore une fois, comme tu le dis, il n'y a pas aujourd'hui de formation en tant que telle pour les recruteurs pour bien appréhender l'ensemble du job. Il n'y a pas de formation, il faut savoir aller chercher les formations là où elles sont, les bootcamps ou autres. Et donc, du coup, on va la mettre en lien parce que avec tout ce que tu as à fournir comme valeur et avec tout ce que tu as à fournir comme expérience, ça ne peut que servir les recruteurs. On mettra aussi ton profil LinkedIn pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Et puis bah, pour moi, c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. Je vais juste te laisser le mot de la fin si tu veux dire quelques mots avant de partir. Mais encore une fois, merci beaucoup. C'était hyper cool et c'était un kiff de t'avoir et de t'avoir toujours avec le smile. C'est toujours un bonheur. merci beaucoup à toi Nico de m'avoir invité. Merci pour notre échange et j'ai rien d'autre à dire pour le mot de la fin. Et à dans un an, Allez, à dans un an pour raconter les aventures de cette année. allez, on fait ça. Super, merci beaucoup Laura. Allez, bonne journée, à bientôt.